La voix de maître Laurent résonnait comme un écho étouffé sur les murs de ce cabinet hors de prix. Mais moi, je ne l'entendais pas. Moi, je regardais le sourire insolent que mon fils Thomas et ma belle-fille Sophie n'avaient même pas la décence de dissimuler sur leur visage. En face de moi, on lisait mon testament, on se partageait mon argent, et eux, avant même que je sois morte, célébraient en face de moi la victoire de s'emparer de mon héritage. À ce moment-là, ils ont cru que j'avais honte, mais ils ne savaient pas qui, à la fin de cette journée, éprouverait la vraie honte, ni comment leur rire resterait figé sur leur visage. Avec mon défunt mari, Alain, quand nous avons construit ce patrimoine, en grattant tout avec nos ongles, nous n'avions qu'un seul rêve, que même si nous ne le voyons pas, nos enfants et nos petits-enfants vivent dans l'aisance, ne dépendent de personne, que notre nom continue d'exister avec dignité. Il n'était pas seulement mon mari, il était mon compagnon de route, et nous avions bâti cette famille avec de l'amour, surtout avec cette confiance inébranlable que nous avions l'un envers l'autre. Et je ne savais pas qu'en réalité, je marchais seul sur ce fil si fin qu'on appelle la confiance. Le jour où mon mari est descendu sous terre, c'est comme si j'avais enterré mon fils Thomas avec lui. Car à partir de ce jour-là, l'homme qui venait chez moi et m'appelait « maman » n'était plus l'enfant que je connaissais. Il était devenu un étranger, agissant au rythme des paroles venimeuses que sa femme Sophie lui susurrait à l'oreille, oubliant les sacrifices de sa mère et ne voyant plus en elle qu'une simple source d'argent. Ma belle-fille Sophie, avec son sourire faux et sa langue mielleuse, avait déjà commencé à tisser sa toile de femme araignée sur tout ce que mon mari avait laissé derrière lui. Le fait de commencer à me sentir comme une invitée, voire comme un fardeau indésirable dans ma propre maison, est arrivé si lentement que, au début, j'ai eu honte de moi-même. J'en suis venue à demander la permission à ma belle-fille pour pouvoir seulement câliner mes petits-enfants. Et j'ai fait semblant de ne pas entendre ces chuchotements où il ne se contentait plus de compter l'argent que je donnais, mais où il planifiait comment m'en soutirer encore davantage. Plus je me taisais, plus je faisais profil bas. Plus il prenait mon silence pour de la bêtise, pour une sénilité due à l'âge. Et puis ce jour est arrivé. Quand ma belle-fille Sophie, avec cette expression qui semblait si sincère, m'a dit que moi aussi j'étais fatiguée désormais, que je ne devais plus me tracasser avec toutes ces histoires de biens et de patrimoine, que le mieux serait de mettre de l'ordre dans tout ça et de leur transférer tous les pouvoirs, j'ai vu dans les yeux de mon fils Thomas cette lueur étrangère. Il n'appelait pas ça un testament, mais une gestion de patrimoine. Mais une seule chose était claire pour moi, il venait de faire le premier pas pour se débarrasser de moi. Ce jour-là, dans ce bureau luxueux, pendant que je posais ma signature, de ma main tremblante, sur ces feuilles brillantes qu'ils avaient placées devant moi, j'ai choisi de croire à cette voix faussement professionnelle de maître Laurent qui me disait « Ce n'est qu'une formalité, Madame Hélène, nous simplifions vos affaires ». Parce qu'en face de moi était assis mon fils, ma chair, mon sang, celui pour qui j'avais sacrifié toute une vie, et je ne voulais pas, à cet instant-là, envisager qu'il ait pu devenir assez cruel pour mépriser le travail de sa mère au point de la considérer comme un poids de trop dans sa propre maison. Avant même que l'encre de cette signature n'ait séché, les masques tissés de fausses politesses de mes enfants ont commencé à tomber un à un. D'abord, ils ont vendu la voiture que je traitais moi-même de vieille bagnole de grand-mère et avec mon argent se sont offerts la plus luxueuse. Puis j'ai entendu, j'ai vu, j'ai senti qu'ils commençaient à brûler sans scrupule dans des stations balnéaires de la Côte d'Azur dont je n'avais même pas entendu le nom, cet argent pour lequel, moi, je me tourmentais en répétant « l'entreprise a des dettes ». Mais ce qui me faisait vraiment mal, ce n'était pas qu'on dépense cet argent sans vergogne. Ce qui me transperçait vraiment,
c'était de ne plus entendre la voix de mes petits-enfants. Chaque fois que je disais à Sophie « Je voudrais voir les enfants », elle me repoussait avec des excuses stupides du genre « Leurs écoles sont tellement chargées, maman, ils n'ont vraiment pas le temps ». Ou bien « Pour votre santé, il vaut mieux qu'on ne vienne pas. En plein hiver, on pourrait vous apporter des microbes. » Et mon fils, Thomas, la prunelle de mes yeux, était devenu complètement aveugle et sourd aux cris, à la solitude de sa propre mère. C'est là, quand je me suis retrouvée seule entre ces quatre murs, qu'en moi ce n'est pas simplement une petite graine de doute qui a été plantée, mais tout un arbre de suspicion. Car le jour où l'on m'a refoulée à la porte de cette entreprise que mon défunt mari m'avait confiée en me disant « Après moi, elle est à toi », de cette affaire que j'avais moi-même créée par un agent de sécurité qui m'a dit « Madame Hélène, les instructions de Monsieur Thomas sont formelles. Sans rendez-vous, nous ne pouvons laisser entrer personne. » J'ai compris que ce n'était plus une simple gestion de la vieillesse, mais un hold-up organisé et impitoyable. Au moment où j'ai rebroussé chemin devant la porte de cette entreprise, sentant dans mon dos comme un poignard le regard compatissant, presque condescendant de ce tout jeune vigile, je ne me souviens même plus comment mes jambes m'ont ramené jusque dans cette grande maison. J'avais l'impression d'avoir été expulsée de ma propre vie, de mon propre travail, de n'être plus rien d'autre qu'une vieille femme impuissante, sans nom, abandonnée à la merci de ses enfants. Et cette honte pesait sur mes épaules plus lourdement encore que la mort de mon mari. Ce jour-là, ma maison, ces murs qui jusqu'alors avaient été mon refuge, se sont refermés sur moi comme pour se moquer de moi. En regardant la photo souriante de mon défunt mari Alain accroché au mur, j'ai murmuré « Alain, ton fils, celui que tu appelais fièrement mon lion, mon héritier, a fait chasser sa propre mère de la porte de son empire comme une mendiante. » Et sous le poids écrasant de cette vérité que je formulais à voix haute pour la première fois, je me suis effondrée là, sur place. Je ne sais pas combien de temps je suis restée assise dans ce fauteuil, ni combien j'ai pleuré dans ce silence. Tout ce que je sais, c'est que lorsque les premiers rayons du soleil ont traversé les voilages hors de prix pour venir frapper mon visage, le chagrin en moi avait gelé net et laissé place à une colère froide, tranchante. Caru me prenait pour une vieille folle qui ne fait que pleurer, qui se soumet à ses enfants, qui ne sait plus ce qu'elle fait à cause de son âge. Mais ils oubliaient une chose, chaque dette, chaque créance, chaque contrat de cette entreprise, je l'avais signé avec mon défunt mari, et cette mémoire-là, je l'avais encore. C'est à cet instant que j'ai compris que je ne pourrais pas gagner cette guerre avec leur avocat, ni avec leurs règles, car ce maître Laurent avait, lui aussi, été depuis longtemps acheté par l'argent sale de mon fils et de ma belle-fille. Je savais que je devais retrouver notre vieil ami, ce vieux renard d'avocat dont ils ignoraient même l'existence, celui dont même mon défunt mari disait « Hélène, cet homme ferait mettre ses chaussures à l'envers au diable lui-même. » Mais il est droit, il n'a peur de rien. Maître Armand, car seul un esprit à la fois impitoyable et juste comme le sien pouvait démêler ce filet de trahison. Retrouver Maître Armand, ce n'était pas aller le chercher dans quelques tours de verre ultramodernes, mais dans les couloirs poussiéreux de l'une des plus vieilles galeries couvertes, presque oubliées de Paris, et je me sentais comme dans un film d'espionnage. Pour échapper à cette pression que je sentais peser sur moi, comme si Sophie surveillait chacun de mes gestes, j'avais même dû mentir au chauffeur le plus proche en lui disant « C'est juste un contrôle médical de routine, attends-moi ici !» Et j'avais gravi ces escaliers étroits me faufilant comme une étrangère dans ma propre vie. Quand Maître Armand m'a vu devant lui, une brève surprise a traversé son visage marqué par les années, mais dont l'intelligence brillait encore dans les yeux, car la dernière fois qu'il m'avait vu, c'était aux funérailles de mon mari, en épouse brisée et qui tenait à peine debout, alors que la femme qui se trouvait maintenant devant lui n'était pas là pour pleurer, mais pour déclarer la guerre à ses propres enfants. Et ce vieux renard avait compris ma détermination silencieuse avant même que je ne prononce un seul mot. Quand je lui ai tout raconté, sans verser une larme, d'une voix glaciale, cette procuration idiote que j'avais signée, la façon dont on m'avait mise à la porte de l'entreprise, les faux gestes de tendresse de ma belle-fille et le silence terrifiant de mon fils,
Le visage de maître Armand ne s'est pas assombri de compassion pour ma souffrance, mais de colère devant le piège grossier qui se cachait dans ces documents, car il a immédiatement compris comment ce bel avocat qu'on appelle Maître Laurent m'avait fait signer, en profitant de ma vieillesse, un véritable mandat de pillage à pouvoir illimité. Lorsque Maître Armand a repoussé lentement les dossiers vers le bord du bureau et qu'il a levé les yeux vers moi, les premières paroles que j'ai entendues n'étaient pas une consolation, mais une déclaration de guerre. « Madame Hélène, dit-il de sa voix grave, Feu Alain était mon ami, mais à partir de maintenant, nous allons mettre l'amitié de côté. Avec ce papier que vous avez signé, vous n'êtes plus la propriétaire de cette entreprise, vous n'en êtes plus qu'une simple actionnaire. Mais il y a un truc qu'ils ignorent, vous êtes aussi, depuis des années, sa principale créancière, celle qui lui a prêté le plus d'argent. Et ce que nous allons leur réclamer, ce ne sera pas la tendresse filiale, ce sont les intérêts de cette dette. » En sortant du bureau poussiéreux de Maître Armand et en posant le pied dans la cour intérieure de cette vieille galerie, j'ai eu l'impression que des tonnes de poids se soulevaient de mes épaules. Le chagrin, la honte et l'impuissance que je portais jusqu'alors avaient laissé la place à une détermination d'acier, la même que le jour où, avec mon mari défunt, nous avions ouvert notre tout premier atelier. Car je savais désormais exactement ce que j'allais faire, par quel chemin j'allais passer et surtout comment j'allais figer sur leur visage le sourire insolent de mes enfants. Quand je suis rentrée dans cette grande maison, cet endroit que je prenais pour mon cachot, les murs ne se refermaient plus sur moi. Au contraire, chaque meuble choisi avec si peu de goût par ma belle-fille Sophie, chaque bibelot acheté avec mon argent, ne me semblait plus une source de douleur, mais une preuve silencieuse du procès que j'allais intenter contre eux. Car eux pensaient que cette maison était ma cellule, alors qu'elle était désormais mon quartier général, et ils allaient continuer à vivre en plein milieu de ce QG sous mes yeux. Les fameux documents de créance que Maître Armand m'avait demandés ne se trouvaient évidemment pas dans les registres numériques rutilants du siège de mon fils, là-haut dans sa tour de verre du quartier d'affaires. Ils étaient enfermés dans ce vieux coffre-fort en acier où mon défunt mari Alain rangeait, à l'ancienne, tout ce qu'il écrivait de sa propre main. Les reçus de ces sommes que nous avions apportés comme des prêts à l'entreprise à ses débuts, en vendant mes bracelets, en vendant le champ que mon père m'avait laissé. Et le code de ce coffre, dans ce monde, il n'y avait pas une seule personne autre que moi qui le connaissait. Quand j'ai pris en main ces feuilles jaunies, ces preuves de mes sacrifices et de l'ingratitude de mes enfants, les dernières paroles de Maître Armand ont résonné dans ma tête. Surtout, ne laissez rien paraître, Madame Hélène. Vous êtes toujours cette vieille mère qui ne sait rien, qui fait confiance à ses enfants. Laissez-les se détendre, laissez-les profiter de l'argent, car plus un homme vole haut, plus la chute lui fait mal. Lorsque, caché derrière mon mensonge de visite de contrôle chez le médecin, j'ai remis à Maître Armand ce dossier, ces feuilles jaunies qui étaient la preuve de 50 ans de travail et de sacrifice, dans un coin de pâtisserie, comme si je lui confiais une arme du crime, je savais qu'à cet instant, je ne lui donnais pas seulement des pièces pour une procédure, mais que j'appuyais aussi sur la détente de la guerre sans merci que j'ouvrais contre mon propre enfant. Car chaque chiffre inscrit dans ces vieux registres valait plus que le manteau de fourrure hors de prix que ma belle-fille Sophie portait sur ses épaules. À partir de ce jour-là, ma maison n'a plus été un foyer pour moi, mais une scène de théâtre silencieuse. Chaque fois que Sophie, d'une voix faussement douce, me demandait « Ma petite maman, ça va ? Tu as besoin de quelque chose ?» je devais enfouir au fond de moi cette colère glaciale, plaquer sur mon visage l'expression la plus pitoyable, la plus dépendante, et lui répondre « Merci, ma fille, sans toi, que ferais-je ?»
Personne ne peut imaginer à quel point porter ce rôle était lourd, à quel point cette honte-là était plus dure encore que le fait d'avoir été mise à la porte de ma propre maison. Mon fils Thomas, lui, ne daignait même pas jouer à cette comédie de fausse tendresse. Même assis à la même table que moi, il se comportait comme si je n'existais pas, m'effaçant complètement avec l'arrogance insolente de celui qui a pris la tête de l'entreprise. Il ignorait que la mère qu'il méprisait en se disant « elle ne sert plus à rien » était la réalité, la principale créancière qui avait posé les fondations de cette société, et que très bientôt, le détail glacé de chaque euro qu'il dilapidait allait se retrouver devant lui sous la forme d'une procédure de saisie aussi froide et mathématique. À mesure que leur tranquillité grandissait, à mesure que la force qu'ils tiraient de ma prétendue sénilité augmentait, j'ai décidé moi aussi de pousser ce rôle encore plus loin, de jouer jusqu'au bout la femme vraiment oublieuse, celle qui ne sait plus où est quoi, cette vieille mère impuissante livrée à la merci de ses enfants. Car je savais que pour saisir ton ennemi à son moment le plus faible, tu dois paraître plus faible que lui, plus inoffensif encore, plus stupide encore. Et j'ai commencé à attendre avec patience le jour où ce serait moi qui lâcherait le dernier éclat de rire. Ce jour-là, quand ma belle-fille Sophie est entrée dans le salon, drapée dans cette robe de soie étincelante dont chaque fibre criait qu'elle avait été payée avec mon argent et qu'elle m'a tendu d'un air faussement attendri ses vieux vêtements élimés provenant de ses œuvres de charité en disant « Tiens, ma petite maman, tu mettras ça maintenant, ça t'ira bien !» J'ai dû mordre l'intérieur de ma joue pour réussir à garder sur mon visage ce sourire reconnaissant. Car à cet instant, dire « Merci ma fille, comme tu es attentionnée » au lieu de lui jeter ses loques à la figure, m'a semblé une humiliation plus lourde encore que le jour où l'on m'avait refoulé de la porte de l'entreprise. Mon fils Thomas, lui, me parlait avec un enthousiasme arrogant des projets qu'il faisait pour se débarrasser de l'usine que son père considérait comme la prunelle de ses yeux. Ce même atelier dont mon défunt mari disait « C'est notre tout premier bébé, Hélène. Si on vend ça, on est fini. » Et il me présentait cela comme une grande victoire. « On va investir dans la technologie, maman. Tu ne comprends rien à ces choses-là. » C'est ce jour-là que j'ai compris qu'il n'était pas seulement ingrat, mais qu'il était devenu un imbécile prêt à piétiner l'héritage de son père. Car le terrain de cette usine valait à lui seul plus que tout le reste du groupe, et lui n'en avait même pas conscience. Ce soir-là, au lieu d'utiliser le vieux téléphone que Sophie m'avait refilé, j'ai composé le numéro de la ligne secrète que maître Armand m'avait donné des années auparavant en cas d'urgence, et je lui ai raconté le plan insensé de mon fils. La voix calme mais résolue de maître Armand a mis un peu de baume sur ma poitrine. « Laissez-le s'agiter pour la vente, Madame Hélène, m'a-t-il dit. Laissez-le trouver un acheteur, laissez-le se croire brillant. Juste avant la signature, au moment où il se sentira le plus sûr de lui, nous poserons notre position en tant que principal créancier de l'entreprise. Ce jour-là, j'aimerais voir le visage de votre petit génie de la technologie. » Il s'était tellement habitué à mon silence, à mon air de qui ne comprend rien, qu'il ne se donnait même plus la peine de baisser la voix en parlant devant moi. Sous le nez de mes oreilles soi-disant séniles, il tramait le coup fatal. « On appelle l'avocat, Thomas. Il reste encore 2 ou 3 papiers où il faut la signature de maman. Réglons ça avant que sa mémoire ne lâche complètement, » disait Sophie, comme si je n'étais qu'un meuble. Ils ignoraient que la mémoire de cette vieille femme qu'ils croyaient démente enregistrait tout, bien plus fidèlement que leur plan sale pour une vengeance infiniment plus tranchante. Et enfin, ils ont passé ce fameux coup de fil. Tout près de moi, à portée de ma main, j'ai entendu mon fils et ma belle-fille appeler leur complice, ce bel avocat qu'ils chérissaient, Maître Laurent. « Maître Laurent, vous connaissez l'état de ma mère. Sa mémoire a beaucoup baissé. C'est le moment idéal pour lui faire signer le dernier testament que vous avez préparé. Venez demain chez nous et on règle ça une bonne fois pour toutes. » En entendant ces mots, j'ai fermé les yeux encore plus fort pour étouffer la nausée qui montait dans ma gorge. Après avoir raccroché,
J'ai entendu le petit rire qu'on ne pouvait plus contenir de Sophie, puis son chuchotement à l'oreille de mon fils. « Ça y est, Thomas, cette fois on prend officiellement l'usine, la maison, tout, des mains de cette vieille folle. » Et les voir ensuite ouvrir dans mon salon, face à moi, cette bouteille de grand cru français que mon mari gardait pour ses invités les plus précieux et porter un toast à ma soi-disant santé avec ce poison déguisé en vin pour célébrer leur victoire, m'a une fois encore prouvé à quel point leur arrogance et leur stupidité étaient profondes. Quand ils se sont finalement écroulés, ivres de ce vin hors de prix et de la fortune qu'ils croyaient déjà acquise, je suis aussitôt montée dans ma chambre pour appeler Maître Armand. Et dans un souffle glacé, je lui ai dit « Ils viennent demain, Maître Armand. Ils ont convoqué ce faux avocat, Laurent. Il va me faire signer ce dernier testament. » J'ai entendu alors au bout du fil la voix grave, presque amusée de Maître Armand. « Laissez-les venir, Madame Hélène, m'a-t-il dit. Signez. Ils seront persuadés que vous ne savez pas ce que vous faites, mais cette signature ne sera pas leur piège. Ce sera notre arme la plus puissante pour réduire à néant leur accusation de démence. » Cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil parce que je n'ai cessé d'imaginer ce qui se passerait le lendemain dans ce beau cabinet, les sourires moqueurs qu'ils jetteraient sur mon visage pendant la lecture de mon testament. Eux croyaient que le dernier paraphe tremblant que je poserais serait le dernier clou planté dans le cercueil de mon patrimoine. Et ils ne savaient pas qu'entre les mains de Maître Armand, cette signature allumerait la mèche d'un bâton dynamite prêt à faire exploser leur règne de boue sur leur propre tête. Ce jour-là, quand dans mon salon, cette pièce où, avec mon mari défunt, nous avions reçu tant d'amis, chaque recoin imprégné de la sueur de notre travail, ce bel avocat tout apprêté, Maître Laurent, a fait son entrée. Il flottait dans l'air une odeur de cupidité si lourde qu'on aurait presque pu la toucher du doigt. Ma belle-fille Sophie l'a accueilli avec son plus faux sourire de bienvenue, tandis que mon fils Thomas, installé dans le fauteuil de son père, comme s'il venait d'accomplir un exploit, était prêt avec cette voix insolente qui me lançait « Maman, Maître Laurent est venu pour toi, on va régler tout ça », à piétiner la dernière parcelle de dignité qui me restait. Quand Maître Laurent a posé devant moi ses feuilles épaisses et lustrées, il n'a pas parlé pour moi, mais directement pour Thomas. « Monsieur Thomas, je vais résumer le testament dans des termes que votre mère, Madame Hélène, peut comprendre, vu son état de mémoire. Comme si mon esprit n'y comprenait rien, comme si j'étais la seule idiote dans cette pièce. » Et à l'instant précis où cet avocat répugnant a prononcé ces mots, « La gestion de l'ensemble du patrimoine est transférée à votre fils Thomas, et ce jusqu'à ce que les facultés mentales de Madame Hélène soient pleinement rétablies. » J'ai vu sur le visage de mon fils et de ma belle-fille ce sourire moqueur, ce rictus victorieux, ce « ça y est, nous voilà enfin débarrassés de cette vieille folle ». En étouffant en moi cette colère glaciale, en me rappelant la voix de Maître Armand qui me disait « Jouez, Madame Hélène, laissez-les vous croire stupides », j'ai endossé mon air le plus tremblant, le plus pitoyable. Lorsque j'ai pris le stylo en main, je l'ai laissé tomber exprès 2 fois sur la table. J'ai permis à Sophie, avec sa patience feinte, et c'est « Doucement, ma petite maman, ne te fatigue pas, laisse-moi t'aider », de guider ma main avec sa main empoisonnée, de laisser ses doigts répugnants toucher les miens, parce que je savais que le papier sur lequel cette signature serait posée ne serait pas mon arrêt de mort, mais le leur. Une fois la signature tracée, l'atmosphère lourde de la pièce s'est tranchée comme par un coup de couteau, laissant place à un soulagement écœurant. Tandis que Maître Laurent rangeait son attaché-case hors de prix, le regard que Sophie et Thomas ont échangé, ce dernier coup d'œil complice et sarcastique, montrait à quel point ma posture de femme vaincue, finie, leur faisait plaisir. Ils ont cru ce jour-là m'avoir arraché un testament. En réalité,
Avec cette main tremblante, je venais de signer l'acte de démolition de leur petite monarchie arrogante, la première cartouche de dynamite dans leur piège de capacité mentale altérée. Et j'avais hâte de voir au bout de la journée qui aurait réellement honte. Au moment où le bruit des chaussures de ce complice en robe noire a résonné dans le couloir et où la porte s'est refermée sur lui d'un claquement sourd, j'ai vu ma belle-fille Sophie jeter enfin son masque de fausse politesse et se jeter au cou de son mari, comme pour dire « Ça y est, nous voilà enfin débarrassés de cette folle ». J'ai gravé cette scène au plus profond de ma mémoire, car cette étreinte n'avait rien de l'amour d'un enfant pour sa mère. C'était le cri de victoire répugnant d'un vautour se posant sur une carcasse. Mon fils Thomas, lui, avant même que l'encre de ce prétendu testament apporté par le faux grand avocat ne soit sèche, s'est affalé dans le fauteuil de cuir que son père défunt avait toujours désigné en disant « Personne d'autre que moi ne s'assoit là », a posé avec insolence ses pieds sur la table basse en noyer de mon mari, et j'ai entendu sa voix au téléphone dire à l'acheteur de l'usine « C'est bon, j'ai aussi obtenu la signature de ma mère, c'est réglé, venez récupérer l'acte demain. » À cet instant, j'ai compris que mon fils n'avait pas seulement sacrifié sa conscience, mais aussi sa raison sur l'autel de sa soif de pouvoir. Il ignorait que cette signature était le plus puissant atout que Maître Armand tenait en main pour empêcher cette vente. Quant à ma belle-fille Sophie, elle avait définitivement abandonné son rôle de gentille petite belle-maman, me voyant moi, assise dans ce fauteuil, réduite à un corps de vieille démente, à un objet, un surplus. Elle s'est permis de regarder la photo de mes jeunes années, cette photo encadrée que mon mari avait fabriquée lui-même de ses mains, et de dire « Mon Dieu, cette maison est tellement lugubre. Thomas, il faut qu'on jette vite toutes ces vieilleries poussiéreuses et qu'on achète des choses modernes. » Elle ne savait pas que ce qui allait vraiment être jeté, ce qui était déjà pourri, c'était leur règne factice à eux. Et pendant que leur rire de vainqueur ivre résonnait dans le salon, je me suis retiré lentement dans ma chambre, toujours en jouant mon rôle de femme épuisée et vaincue. Et au moment où la porte s'est refermée derrière moi, j'ai envoyé à Maître Armand ce message d'un seul mot, ce code, signé. À partir de là, les dés étaient jetés. La partie avait commencé. Et il ne me restait plus qu'à attendre le dernier acte, cette grande honte annoncée par les paroles de Maître Armand. Le jour où il essaiera de vendre l'usine, le jour où il croira avoir tout verrouillé avec cette signature, ce sera le jour où il aura passé lui-même la corde autour de son cou, Madame Hélène. Le matin qui a suivi la nuit où j'avais apposé cette signature, ma maison ne respirait pas l'air d'une fête, mais celui du vacarme d'une maison de deuil au moment où la dernière cohue de pillards s'y presse. Avant même que j'aie fini mon petit déjeuner, ma belle-fille Sophie, piétinant les tapis tissés à la main que j'avais choisis avec mon mari défunt, grommelait déjà. Tout ça, c'est démodé maintenant. Tandis que mon fils Thomas, au lieu d'enfiler le costume sobre de son père, passait cette tenue brillante et vulgaire achetée avec mon argent et se préparait à aller signer ce dernier papier avec l'air d'un général qui s'apprête à célébrer une grande victoire. Juste avant de sortir de la maison avec cette morgue, il est venu se placer à côté du fauteuil de sa mère sénile, a posé sur moi une fausse douceur, mais avec cette lueur moqueuse dans les yeux, et m'a dit « Ne t'en fais pas, maman, quand on aura vendu l'usine. Avec cet argent, je te paierai une chambre dans la maison de retraite la plus luxueuse, la plus confortable. Là-bas, on s'occupera de toi bien mieux que moi. » Ces phrases ont desséché et réduit en cendres jusqu'au dernier grain de compassion qui restait en moi. Car à cet instant, j'ai compris que, oui, il était mon enfant, mais qu'il n'était plus ma chair. Il était devenu mon ennemi. En le regardant par la fenêtre, monter dans sa voiture hors de prix pour aller vendre le dernier morceau du patrimoine qu'il avait arraché à sa mère démente, je me suis rappelé les mots de Maître Armand.
Laissez-le partir, Madame Hélène. Laissez-le croire qu'il va signer. Car à la porte de l'étude notariale, ce ne seront pas les acheteurs qui l'attendront, mais nos huissiers. À ce moment-là, au lieu d'éprouver la moindre pitié en voyant la voiture s'éloigner, je priais seulement pour que cette fin inévitable, cette grande humiliation, arrive le plus vite possible. Au même instant, alors que je buvais, accompagné des rires enjouis de Sophie, ce thé déjà froid qu'elle m'avait presque forcé à prendre, j'ai senti contre mon cœur la vibration silencieuse du téléphone secret que je cachais dans mon corsage. Le message de Maître Armand, « La partie commence », est venu frapper les murs glacés de mon cœur, car je savais qu'à la seconde même je lisais ces mots, le visage arrogant de mon fils Thomas se figeait devant, non pas l'acte de vente de l'usine, mais devant l'exploit de saisie de sa propre vie, et que son sourire sarcastique resterait figé pour toujours. Alors que la lumière froide de ce message illuminait la paume de ma main, de l'autre côté du salon, ma belle-fille Sophie savourait déjà sa fausse victoire. Elle appelait l'une de ses amies bavardes, comme si la vente était déjà conclue, comme si l'argent était déjà sur leur compte, et disait « Je t'attends ce soir pour fêter ça, ma chérie. Thomas a réglé le dernier détail. Maintenant, nous sommes les seuls maîtres de la société. » Elle ignorait qu'au même moment, ce détail qu'elle prenait pour une poussière à effacer, la griffe d'acier de cette mère qu'elle méprisait était en train de se refermer sur la gorge de son mari. Les minutes, les secondes que je passais assise en silence dans ce fauteuil, jouant mon rôle de vieille folle, me paraissaient durer un siècle, tandis que les doigts avides de Sophie choisissaient déjà les horreurs modernes qui devaient remplacer les fauteuils souvenirs où je m'asseyais autrefois aux côtés de mon mari. Pendant qu'elle rêvait d'au nouveau règne qu'elle allait bâtir sur le fruit de mon travail, moi, j'étais la spectatrice silencieuse du grand scandale, de l'inévitable effondrement que mon fils était en train de vivre à cet instant même dans l'étude notariale. C'est alors que la sonnerie aiguë du vieux téléphone a tranché le silence comme un coup de couteau, suffisant à gâcher la bonne humeur de Sophie. Toutes les deux, nous savions qu'un appel à cette heure-là n'annonçait rien de bon, que ce ne pouvait pas être Thomas, car à cette heure-ci, il aurait dû être signé et en route pour venir célébrer. Cette sonnerie, c'était le premier signal de l'offensive de Maître Armand, le premier messager de la fin inévitable. Lorsque Sophie, avec son air méprisant de « Qui ose nous déranger ?», a saisi le combiné en lâchant un « Allô !», les quelques secondes de silence qui ont suivi, puis le blanc qui a envahi son visage, devenu aussi pâle qu'une feuille de papier, et enfin son cri paniqué « Comment ça, saisie ?» avant de hurler « Où est Thomas ? Qu'est-ce que vous avez fait à mon mari ?» Ce moment-là a été le premier et le plus doux, fruit de la vengeance, de cette justice presque divine que j'attendais depuis des mois. En regardant le visage de Sophie se figer, en l'entendant, de sa voix mince et tremblante, essayer de tenir tête à cette voix officielle, froide, au bout du fil. « Vous êtes qui, vous ? Quel créancier ? La société n'a pas une seule dette, vous mentez !» Le froid plaisir que j'ai ressenti à cet instant-là est impossible à décrire, car elle ignorait toujours que la vieille femme sénile qu'elle méprisait était en réalité la plus grande créancière de cette entreprise. Et elle se croyait encore à l'abri, bien au chaud, dans le cocon douillet de ses propres mensonges. Le silence qui a suivi la fin de l'appel, le moment où Sophie s'est retournée vers moi, sa belle-mère prétendument inutile, assise dans mon fauteuil, et m'a demandé « Toi, tu sais quelque chose ?» Voir dans ses yeux cette première lueur de doute mêlée de peur, regarder ma belle-fille, celle qui savait tout, contrôlait tout, réduite à l'état d'une petite souris affolée prise au piège, m'a procuré une satisfaction plus grande encore que le jour où l'on m'avait mise à la porte de l'entreprise. Lorsque, avec mon regard le plus innocent, le plus naïf, je lui ai répondu « Il est arrivé quelque chose de grave, ma fille ? Il n'est rien arrivé à mon Thomas, j'espère ?»
Elle a complètement perdu le contrôle en hurlant « Tais-toi, tais-toi, c'est de ta faute tout ça, tout est à cause de ton mauvais œil !» Elle a lancé le vase en cristal hors de prix contre le sol et à cet instant, j'ai compris que le monstre hystérique et hideux qui se cachait derrière son masque de politesse mielleuse arrivait lui aussi à sa fin. Pendant qu'elle courait dans le salon d'un bout à l'autre, essayant désespérément avec son téléphone hors de prix de joindre les numéros inaccessibles de son mari, en sanglotant presque « Réponds Thomas, réponds! Tu nous as mis dans un pétrin pas possible !» Moi, je suis restée simplement assise dans mon fauteuil. Et j'ai compris alors que les paroles de Maître Armand, laissez-les devenir fous, car plus quelqu'un panique, plus il fait d'erreurs, étaient en train de se réaliser là, dans le silence de mon propre salon. Tandis que les cris hystériques de ma belle-fille résonnaient encore dans la grande pièce, j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir, non pas avec le bruit d'une clé, mais comme sous un coup d'épaule, et j'ai vu mon fils, ce commandant victorieux qui était parti le front haut, revenir les épaules effondrées, son costume hors de prix pendouillant sur lui comme une loque, et entrer dans le salon. La différence entre son départ arrogant et ce retour misérable, le timing parfait de cette justice presque divine, je les ai sentis jusqu'au plus profond de mes os. Le voir s'effondrer au milieu du salon, non pas dans le fauteuil de son père, mais devant les morceaux du vase brisé par Sophie, les yeux vides, morts, incapable de prononcer un seul mot, même quand sa femme le secouait en hurlant « Mais qu'est-ce qui t'est arrivé ? Parle !» montrait clairement que l'homme qui disait « J'ai tout réglé » venait de subir la plus grande défaite de sa vie. Frappé au moment où il se croyait le plus en sécurité par la main de cette mère qu'il traitait de folle. Quand il a finalement rompu le silence pour tourner vers moi ses yeux empoisonnés, vers sa mère qui ne savait rien, assise dans son fauteuil, et qu'il m'a lancé « C'est toi, cet avocat, ce type, Armand, où est-ce que tu l'as trouvé? D'où sort cette dette ?» J'ai presque vu dans les couloirs froids du bureau des titres se figer sur sa face ce dernier sourire arrogant qu'il avait affiché en y entrant. La stupeur de Sophie à ce moment-là, son cri stupide « Mais qu'est-ce que cette vieille folle aurait bien pu vous faire ?» montrait que son petit cerveau avide n'était pas capable de comprendre un plan aussi profond, une vengeance aussi froide, car elle ne comprendrait jamais que ce qui était sorti de ce coffre-fort en acier, ce n'était pas le testament qu'elle m'avait fait signer d'une main tremblante, mais les registres de créances issus de 50 ans de travail que j'avais consacrés à cette entreprise avec mon mari défunt, et que cette usine n'était plus à eux, elle était à moi. Quand mon fils, les yeux injectés de sang, m'a lancé de cette voix pleine de haine, « C'est toi qui as fait ça », en demandant des comptes à sa mère soi-disant impuissante, j'ai senti jusqu'au fond de mes os que le dernier acte du rôle humiliant de vieille folle sénile que je portais sur mes épaules depuis des mois venait de se refermer, car de ce fauteuil, je ne me suis plus levée comme leur mère pitoyable et dépendante, mais comme la véritable propriétaire qui connaît chaque clou, chaque dette de cette entreprise, comme sa plus grande créancière, les épaules droites, sans le moindre tremblement fin. À ce moment-là, en voyant la bouche de Sophie s'ouvrir de stupeur comme pour dire « Mais qu'est-ce qu'elle raconte ?» et les yeux de Thomas s'arrondirent d'incrédulité comme s'il se disait « Ce n'est pas la même femme ?» Je ne leur ai pas répondu avec la petite voix soumise et craintive que j'avais utilisée pendant des mois, mais avec cette voix glaciale, claire, dont même mon mari défunt disait « Hélène, avec cette voix tu glaces le sang. » Et j'ai dit « Oui, c'est moi. » J'ai vu ce seul mot exploser dans le salon comme une bombe et en une seconde faire s'effondrer sur leur tête le petit monde arrogant et avide qu'ils s'étaient construit. Les hurlements hystériques de Sophie. « Qu'est-ce que tu as fait? Quelle dette? Tu as signé le testament hier, tout est à nous. Et Maître Laurent,
montrait que son petit esprit restait prisonnier des papiers mensongers préparés par ce faux avocat. Elle ignorait que le document que j'avais signé la veille entre les mains de maître Armand ne prouvait pas que mes facultés mentales étaient altérées, mais au contraire, à quel point j'avais été piégée, à quel point j'avais été contrainte de signer sous la pression de mon propre fils. Cette dette, et je dis d'une voix coupante comme la glace, ce n'est pas celle qui figure sur les beaux papiers de ton avocate pacotille. Cette dette, c'est celle qui repose dans les fondations de cette vieille usine que tu méprises. Ce sont les champs que mon père m'avait laissés et que j'ai vendus. Ce sont les bracelets que je portais à mon bras, tout ce que j'ai apporté comme prêt à l'entreprise. Cette dette, elle est inscrite dans les registres officiels de créances, dans ce vieux coffre-fort en acier que tu traites de relique. Et ce registre a permis aujourd'hui, non pas de vendre l'usine, mais de la rendre à son véritable propriétaire, à moi, Hélène. Quand Thomas a entendu ma voix glacée prononcer « L'usine est à moi », désormais, ses jambes, autrefois si sûres, si fières, ont semblé ne plus pouvoir le porter. Il a vacillé en arrière et s'est affalé sur ce fauteuil moderne et laid que sa femme trouvait tellement design, comme un sac vide, car il venait de comprendre qu'il n'avait pas seulement perdu l'usine, mais aussi le fauteuil de son père, son arrogance de patron et surtout le dernier lambeau de dignité qu'il pensait avoir face à cette mère qu'il traitait de folle. Sophie, elle, au lieu d'avoir pitié de l'effondrement de son mari, continuait de chercher avec son petit cerveau avide un dernier recours, un dernier mensonge auquel se raccrocher. « Le papier, le testament que tu as signé hier » a-t-elle crié de sa voix aiguë. « Maître Laurent a dit que tout était à nous. Tu n'as pas le droit de vendre l'usine, cette signature !» S'accrochant désespérément au mensonge de ce faux avocat, au plan sordide qu'ils avaient monté sur ma prétendue démence, parce qu'elle ne supportait pas l'idée que cet argent s'envole si facilement. Je l'ai regardée, non plus avec la tendresse d'une mère, mais avec la froideur indifférente qu'on ressent quand on écrase un insecte, et j'ai répondu « Ce papier, cette loque que tu prenais pour un testament, ce n'est pas la preuve que je suis folle. C'est la dernière pièce qui prouve à quel point vous êtes sans cœur, cupide et malhonnête. Ce document est à cette heure entre les mains de maître Armand, comme une plainte officielle montrant comment, sous le prétexte de facultés mentales altérées, vous avez essayé de dépouiller une femme de tout ce qu'elle possède. » J'ai vu alors les yeux terrifiés de Sophie se détourner vers le lustre hors de prix qu'elle appelait moderne, puis glisser sur les tapis qu'elle voulait jeter. En l'entendant balbutier « Mais la société, cette maison, tout ça est encore à nous !» J'ai porté le coup final, la vérité la plus cruelle en plein figure. J'ai dit « Cette usine n'était qu'une partie de ce que vous me devez. Les vieux registres que tient maître Armand, cette dette que vous croyez effacée, ne couvrent pas seulement l'usine, mais aussi votre bel étage au cœur du quartier d'affaires. Et oui, Sophie, cette maison que tu trouves vieille et sinistre, vous n'étiez pas les propriétaires de cette entreprise. Vous n'étiez que les locataires qui refusaient de payer leurs dettes à leur mère folle. Et maintenant, l'heure de l'expulsion est arrivée. » Ce dernier mot, ce mot « expulsion », lorsqu'il a résonné dans le salon prétentieux de ma belle-fille Sophie, comme le mot le plus terrible, le plus humiliant qu'elle ait jamais entendu, j'ai lu sur son visage, devenu blanc comme du papier, qu'à cet instant, elle comprenait qu'elle venait de perdre bien plus que ses avocats de pacotille, ses sacs hors de prix et ses tapis modernes. Elle sentait, jusqu'au fond de ses os, la peur d'être jetée à la rue comme un vulgaire chiffon, hors de la maison de cette belle-mère qu'elle traitait de folle. Mon fils Thomas, lui, mon lion, l'héritier de son père, s'était enfoncé dans un silence si profond qu'il ne pouvait même plus répondre aux cris stridents de sa femme. Il était tombé dans le puits le plus sombre de la défaite.
car il comprenait à cet instant qu'il n'avait pas seulement perdu l'usine, pas seulement la maison, mais aussi la dernière goutte de compassion de celle qu'il appelait maman, ce dernier refuge qu'il croyait inébranlable en se disant « Une mère, ça pardonne toujours ». Mais ma belle-fille Sophie était trop orgueilleuse pour accepter la chute, trop avide pour digérer la défaite. Sortant brutalement du silence, elle a fait un pas vers moi dans un dernier sursaut et s'est mise à hurler « Tu mens! Ces registres sont faux! Tu nous manipules! Tu es folle !» À cet instant, j'ai vu qu'elle voulait encore croire à mon rôle de vieille sénile, à ma prétendue bêtise, sans savoir que chaque page de ces registres portait le sceau d'un notaire marqué de la minutie de mon mari défunt. J'ai planté mon regard dans ses yeux remplis de haine, ses yeux qui semblaient dire « je te tuerai », sans qu'une seule étincelle de peur ne traverse les miens, avec mon calme glacé. Et j'ai dit « Désormais, Sophie, vous ne parlerez plus avec moi, mais avec mon avocat, Maître Armand, qui sait parfaitement quoi faire depuis vous avez fait signer à votre belle-mère ce document criminel que vous preniez comme un testament chez votre cher maître Laurent, est déjà en route pour discuter avec vous de ces registres soi-disant faux et de l'ordre d'expulsion de cette maison. » Quand ma belle-fille Sophie a senti sur ses épaules le poids froid, irréversible de cette phrase, mon avocat est en chemin, son dernier cri de « Tu mens !» s'est étranglé dans sa gorge, car elle comprenait enfin que ce n'était plus une querelle de famille, ni un marchandage d'héritage, mais le piège juridique, froid et méthodique que cette femme qu'elle croyait sénile avait mis des mois à élaborer, calculant chaque pas, et qu'elle se trouvait au centre même de ce piège, coincée sur le sol de ce salon moderne qu'elle aimait tant. Mon fils Thomas, lui, mon champion, qui répétait « Maman ne comprend rien », n'a même pas tourné la tête vers sa femme effondrée. Par terre, il fuyait mon regard, fuyait sa mère source de honte, cette mère qu'il traitait de folle et fixait les éclats tranchants et brillants du vase en cristal que Sophie avait lancé quelques instants plus tôt, comme on regarde les débris de sa propre vie en miettes, car elle comprenait enfin qu'il n'était pas seulement dépendant de sa mère pour l'argent, mais aussi, comme un idiot, pour la raison même. À ce moment-là, j'ai vu, dans ce salon, comment l'alliance sale de ce couple qui la veille encore trinqué enlacé dans l'ivresse de la victoire en disant « Enfin, nous en sommes débarrassés », s'effondrait à son tour. Effondrée sur le marbre glacé, Sophie ne regardait plus son mari comme son « Thomas chéri », mais comme un ennemi, et lui murmurait d'une voix empoisonnée « C'est de ta faute. Tout ça, c'est parce que tu as fait confiance à ta vieille idiote de mère. Tu m'as détruite. Tu as détruit tout cet argent. » Elle lui présentait là par terre la facture de leur défaite. En les regardant déverser l'un sur l'autre leur haine, en voyant l'amour acheté par l'argent s'évaporer au premier tremblement sérieux pour laisser place aux accusations les plus ignobles, j'ai senti disparaître en moi jusqu'au dernier grain de compassion. Car je voyais qu'ils n'avaient pas seulement pillé mes biens, ils avaient aussi perdu par leur avidité le dernier lien humain qui les unissait encore l'un à l'autre. Et je savais que mon ordre d'expulsion ne viderait pas seulement cette maison, il viderait aussi ce mariage mensonger, cette union basée sur les faux semblants et la cupidité. C'est précisément à ce moment-là, juste après que j'ai prononcé ces mots, Maître Armand est en route, que la sonnette de la porte d'entrée a tranché comme un coup de couteau le silence empoisonné de ce salon prétentieux. Voir ma belle-fille Sophie sursauter du sol, où elle s'était effondrée comme si elle venait de recevoir une décharge électrique, était une preuve de plus du timing parfait de cette justice presque divine. Car cette sonnerie n'annonçait pas la visite délicate d'un invité ou d'un ami, mais la venue du messager froid, officiel, de l'ordre d'expulsion, le héros de cette fin inévitable. À cet instant où ils se regardaient l'un l'autre, terrifiés, comme pour dire « Qu'est-ce qu'on va faire maintenant ?»
J'ai voulu qu'il voie comment la mère qu'il traitait de folle, la femme qu'il disait bonne à rien se levait de son fauteuil avec un calme et une détermination inébranlables et marchait dans le couloir de sa propre maison avec une autorité que rien ne faisait vaciller pour aller ouvrir elle-même cette porte. Car celle qui ouvrait n'était plus leur pauvre maman, mais la véritable propriétaire de l'entreprise, l'unique maîtresse de cette maison, celle qui venait mettre fin à leur sale règne. Et quand j'ai ouvert la porte, le visage que j'ai vu devant moi, celui de mon vieux renard d'avocat, Maître Armand, avec ses traits calmes mais son regard tranchant qui semblait tout savoir, capable de faire fondre la pierre, m'a inspiré une confiance et une paix immenses. Il n'était pas venu seul, comme ce bel avocat de pacotille, Maître Laurent, avec sa mallette pleine de mensonges. Il était accompagné de 2 hommes au visage fermé, représentant de l'autorité, portant avec eux la force de l'État et la loi implacable inscrite dans mes registres de créances, venus pour prononcer le dernier mot. Après avoir jeté un bref regard par-dessus mon épaule vers le salon où gisaient mes 2 enfants ingrats, ces 2 avares, mon fils et ma belle-fille, comme de simples intrus, des invités indésirables, Maître Armand s'est tourné vers moi et d'une voix nette et respectueuse m'a dit « Avec votre permission, Madame Hélène, il est temps désormais de notifier officiellement à vos invités qui est le véritable propriétaire de cette maison et de cette société. » En voyant ce visage respectueux, presque comme s'il me demandait « Quels sont vos ordres ?», en regardant ces représentants officiels de ma force retrouvée, j'ai senti le dernier poids se lever de mes épaules. Jusqu'à cet instant, j'avais mené cette guerre en secret, en avançant seul dans les couloirs sombres de mon rôle de folle sénile. Mais sur le seuil de cette porte, c'était à moi de cueillir enfin le fruit amer de ma patience et de dire de ma voix la plus calme et la plus ferme « Allez-y, Maître Armand, considérez cette maison comme la vôtre. Faites ce qu'il faut avec ces ingrats qui sont là-dedans. » L'entrée de Maître Armand et des 2 hommes au visage grave dans le salon où, depuis des mois, je jouais mon rôle de femme impuissante et où il y a peu encore résonnaient les rires de leur fausse victoire, était l'image inverse, parfaite, de la scène répugnante d'il y a 2 jours quand le faux grand avocat Laurent était venu me faire signer ce chiffon de testament. Hier encore, ils paradaient, gonflés de leur pouvoir factice, célébrant le règne qu'ils avaient bâti sur ma prétendue démence. Aujourd'hui, c'était le sceau froid, officiel de mes registres de créances qui venait proclamer la fin de leur petit monde mensonger. Et quand la voix sans émotion de Maître Armand a retenti, une mesure conservatoire a été ordonnée, tous les biens concernés sont placés sous saisie. Les derniers fragments d'espoir de ma belle-fille Sophie ont volé en éclats. Son cri désespéré « Mais cette maison est à mon nom! L'acte est à mon nom !» montrait qu'elle n'avait toujours pas compris à quel point ce simple morceau de papier acheté avec mon argent pesait peu face à la force d'acier de mes registres de créances, fruit de 50 ans de travail. Et à ces moments-là, cette belle fille moderne, cette femme arrogante qui prétendait tout savoir, a choisi sous le regard froid des officiels sa dernière planche de salut. Elle a décidé de se réfugier dans la compassion maternelle de celle qu'elle insultait depuis des mois. En versant des larmes de crocodile, elle s'est jetée à mes pieds en gémissant « Ne fais pas ça, je t'en prie, c'est ton fils, tu vas nous mettre à la porte !» Et ce fut la dernière, le plus ignoble rôle de toute sa vie, et l'instant où ce rôle prit fin pour de bon. Voir ma belle-fille Sophie, dans ses vêtements chers et soi-disant modernes, se jeter à mes pieds en versant des larmes de crocodile sur ce tapis qu'elle traitait de vieux chiffon en me suppliant « Maman, ne fais pas ça !» n'a pas éveillé en moi la moindre parcelle de compassion, car devant mes yeux, je ne voyais pas la pauvre Sophie pitoyable et à genoux,
Mais le monstre avide qui, avec mon fils arrogant et moqueur me promettant « Je te prendrai la plus belle chambre de la maison de retraite », avait célébré la victoire de ce faux testament. Je ne vous mets pas à la rue, Sophie, je vous fais simplement sortir des décombres glacés de vos rires insolents jetés sur le travail de cette femme que vous traitez de folle, de ces plans effrontés où vous disiez déjà « Cette maison est à nous désormais », car cette rue dont vous avez si peur, vous l'avez méritée de vos propres mains, avec votre cœur ingrat, le jour où, en disant « Maman ne comprend rien », vous m'avez fait chasser de la porte de l'entreprise comme une mendiante. À cet instant, mon pauvre fils Thomas, celui que j'appelais autrefois mon garçon, n'a même pas eu la force de lever la tête du fauteuil où il s'était affaissé, le visage enfui dans ses mains, pour regarder sa femme humiliée qui se traînait à mes pieds. Car il avait compris, au moment même où la voix officielle de Maître Armand avait résonné dans ce salon, à quel point il n'était qu'un pion misérable et impuissant face à la force glaciale, inébranlable de cette mère qu'il croyait folle. Ce n'est pas mon silence qui a mis fin aux gémissements interminables de ma belle-fille, c'est « Ne fais pas ça, je t'en supplie », mais la voix fermée officielle de Maître Armand qui a dit « Ne regardez pas Madame Hélène, regardez-moi », a-t-il dit d'un ton glacé. « Ceci n'est pas une affaire de famille, madame. Il s'agit de l'exécution d'une dette échue et de l'expulsion légale d'un patrimoine que vous avez tenté de vous approprier au moyen de documents falsifiés. À compter de maintenant, le statut de simple invité de madame Hélène dans cette maison prend fin et votre mensonge de propriété prend fin avec. » Cette phrase de Maître Armand, « Votre séjour ici est terminé », prononcée de cette voix froide et administrative, a arraché le dernier masque derrière lequel Sophie tentait de se cacher, celui de la belle-fille implorant la maman. Elle s'est relevée, non plus en femme suppliante à mes pieds, mais avec dans les yeux ce poison qui semblait dire « Je ne te pardonnerai jamais », me regardant moi, la soi-disant folle, comme l'ennemi à abattre. Et j'ai compris que dans ce regard chargé de haine, le dernier pont de miséricorde venait de partir en fumée. Mon avocat, Maître Armand, a soutenu sans ciller ce regard qui voulait dire « Je te tuerai », comme s'il faisait face à un mur, puis lui a répondu « Ce qui vous appartient dans cette maison, madame, ne sont pas ces meubles modernes aux goûts douteux, mais uniquement vos effets personnels et vos bijoux. Nous vous accordons exactement 24 heures pour les rassembler. » Et j'ai vu le mot 24 heures s'abattre sur le visage de cette femme qui se pavanait en disant « Tout est à nous » comme une gifle, lui révélant à quel point son grand règne était court, dérisoire. Et à ce moment-là, mon grand lion, ce fils ingrat qui me promettait jadis « Je te trouverai la plus belle chambre de la maison de retraite », a enfin levé la tête des ruines de sa vie depuis le fauteuil où il s'était affaissé, le visage enfoui dans ses mains, et d'une voix fluette comme un enfant, m'a appelé « Maman, ne fais pas ça. Tu veux vraiment que nous finissions à la rue ? Prends l'usine, prends la société, mais laisse-nous cette maison, la maison de mon père. » En tentant ce dernier marchandage pitoyable, l'entendre prononcer la maison de son père avec cette bouche sale a asséché en moi jusqu'au dernier reste de compassion. Je l'ai regardé, lui que j'avais appelé mon enfant, lui qui projetait d'expédier sa mère folle dans un établissement pour vieux, et j'ai répondu d'une voix glacée « La maison de ton père, mon fils, appartient à celle que tu traites de folle, à celle que tu as fait jeter dehors de l'entreprise en disant qu'elle ne servait plus à rien. Ce n'est pas moi qui dois aller en maison de retraite, c'est vous qui régnez sur le fruit de mon travail comme des parasites. Et ces 24 heures que Maître Armand vous accorde n'est rien d'autre que la dernière aumône que je fais à votre ingratitude. » Quand après mon mot d'aumône, Maître Armand s'est tourné avec son professionnalisme glacé vers les hommes au visage fermé qui l'accompagnaient et a dit « Commencez immédiatement la saisie de tous les biens acquis ultérieurement dans cette maison et facturés au nom de la société, à l'exception de la propriété personnelle de Madame Hélène. » Le silence étouffant du salon s'est brisé sous le grincement du fameux tableau moderne décroché du mur. À cet instant, l'expulsion n'était plus un mot,
mais un acte bruyant, implacable, qui arrachait leur monde arrogant de ses fondations. Lorsque ma belle-fille Sophie a vu décrocher ce tableau de mauvais goût qu'elle avait accroché en se rengorgeant en disant « Je l'ai acheté avec mon argent », elle a jailli du sol où elle s'était effondrée comme un serpent et a poussé un cri aigu « Ne touchez pas à ça, c'est à moi !» Mais la voix froide, indifférente de l'agent « Madame, la facture est au nom de la société, je vous prie de ne pas entraver notre travail », a réduit à néant, là, au milieu de mon salon, sa dernière prétention de propriété. À ce moment-là, mon lion de fils, celui qui disait « Maman ne comprend rien », a tourné vers moi, sa mère soi-disant folle, le dernier regard le plus pitoyable qui devait jamais me lancer, affalé dans son fauteuil et a gémi d'une voix tremblante, pleine de reproches. « Comment tu peux me faire ça? J'étais ton fils !» Il n'avait toujours pas compris dans son cœur ingrat que ce n'était pas moi qui lui faisais ça. Ce jour-là où il cherchait une chambre de maison de retraite pour moi, c'est lui-même qui avait signé de ses propres mains, avec sa cupidité, cette fin qu'il vivait maintenant. À ce dernier reproche, « J'étais ton fils !» je n'ai pas répondu un mot. La réponse la plus dure que je pouvais donner à cet enfant ingrat, je la lui ai donnée sous la forme du silence, cette gifle silencieuse, la plus lourde qui soit. Je les ai laissés là, au milieu des décombres du salon, ces deux vautours misérables qui se déchiraient l'un l'autre, seuls avec les hommes de loi qui faisaient leur travail, et j'ai avancé d'un pas calme, glacé, vers cette vieille chambre qu'elle méprisait, vers le lit de mon mari défunt, encore imprégné de son odeur de paix, pour y cueillir en silence ma victoire. Quand j'ai refermé la lourde porte en noyer de mon mari, non pas sur le visage de mes enfants ingrats, mais sur le vacarme de leur ruine sordide, le claquement sourd de cette porte a sonné comme l'applaudissement final du dernier acte de mon rôle de folle sénile joué depuis des mois, car la tempête qui faisait rage désormais dans le salon, les hurlements stridents de Sophie « C'est à moi, vous n'avez pas le droit !» ne m'appartenaient plus. Il n'était plus que le bruit de cette machine froide et officielle que j'appelle la justice. Assise au bord du lit, sur la couette dans laquelle s'était imprégné le parfum de mon compagnon de 50 ans, j'écoutais le grondement étouffé venant de l'autre pièce, la dernière résistance dérisoire de ma belle-fille face aux agents, sans ressentir la moindre pitié, car dans mes oreilles, ce n'étaient pas ces cris aigus que j'entendais, mais la voix froide du vigile qui m'avait refoulé de la porte de l'entreprise comme une mendiante, et le chuchotement moqueur et ingrat de mon fils me promettant « Je vais te trouver une belle chambre en maison de retraite ». Et à travers les lamentations sans fin de Sophie, lorsque j'ai entendu pour la première fois la voix de mon lion, de mon Thomas brisé, désespéré, hurler « Ça suffit maintenant, tais-toi Sophie, c'est fini, tu comprends pas, c'est fini !» J'ai senti qu'il comprenait à cet instant précis que ce qu'il appelait fini, ce n'était pas seulement l'argent, les comptes, le faux règne, c'était aussi son dernier refuge, cette maman à laquelle il croyait pouvoir revenir un jour, qui venait de s'effondrer, le laissant seul sous les décombres. J'ai levé les yeux vers la photo souriante de mon mari accroché au mur. « Tu vois, Alain, » j'ai murmuré, « ton fils, mon lion comme tu l'appelais, et ta belle-fille que tu appelais mon honneur, ont mis à sac la maison que nous avons bâtie avec la sueur de notre front, avec une avidité et une ingratitude sans limite. Mais ne t'inquiète pas, j'ai ajouté, la femme que tu appelais un peu folle, ta Hélène, a mieux protégé ton héritage que tous ces ingrats, que tous ces charognards. Et le vacarme que tu entends là dans le salon, c'est la musique la plus douce, la plus tonitruante de la justice. » Le vacarme du chaos derrière cette porte, le grincement des meubles que ma belle-fille appelait « vieilleries » traînées sur ce parquet démodé, les derniers cris désespérés de Sophie « Lâchez ça, c'est à moi !» n'arrivaient pas aux oreilles de la vieille folle, assise au bord de son lit comme une marche de vengeance, mais comme la proclamation la plus bruyante, la plus légitime d'une justice trop longtemps retardée. Car ces sons-là,
C'étaient les derniers souffles douloureux du faux règne de mes enfants ingrats. En regardant par la fenêtre ce magnolia calme et paisible que j'observais depuis tant d'années, le fracas de l'apocalypse qui se jouait à l'intérieur me paraissait si lointain, si vide de sens, car je comprenais que ma belle-fille Sophie ne pleurait pas pour ces meubles au goût douteux qu'elle appelait « modernes », mais pour le statut qu'elle perdait, pour l'argent qu'on lui arrachait. Jamais, pas un seul jour, elle n'avait eu le moindre respect pour les souvenirs incrustés dans ces murs, pour le travail de mon mari défunt, pour mes sacrifices. Quand au milieu de ces hurlements hystériques, j'ai entendu sa voix appeler une dernière fois son mari au combat. « Thomas, fais quelque chose, ne reste pas là !» J'ai compris que le silence de mon fils était une défaite bien plus lourde, bien plus profonde que les cris de Sophie. Car Thomas savait qu'il ne lui restait plus un seul mot à opposer à sa mère folle, pas un seul lambeau d'honneur à opposer au registre de créances. Dans cette chambre, dans mon propre silence au cœur de ce tumulte, j'ai posé ma main fatiguée sur le bureau en noyer de mon mari défunt et j'ai murmuré « C'est fini, Alain. Ton fils, mon lion, comme tu l'appelais, ce fils dont tu disais qu'il porterait ton nom comme un héritage, a gaspillé avec une telle brutalité, une telle ingratitude, toute la compassion de sa mère, qu'il ne reste plus ni enfant, ni héritage, ni rien d'autre que le mensonge de cette famille de façade. Désormais, cette maison, comme elle aurait toujours dû l'être, n'appartient qu'à ta Hélène. » Quand dans le silence de ma chambre, j'ai entendu le grondement sourd du salon s'interrompre sur cette voix officielle disant « La procédure est terminée », mes enfants ne pouvaient pas imaginer que leur mère, qu'ils traitaient de folle, entr'ouvrirait le rideau de la fenêtre pour assister au dernier, au plus pitoyable moment de leur règne, à leur mise à la porte. Mais moi, j'attendais patiemment derrière cette vitre froide de voir mes enfants ingrats faire depuis la maison qu'ils appelaient la nôtre leur dernier pas, lourd d'humiliation. Les voir monter, non pas dans la voiture de luxe brillante qu'ils faisaient venir au pied de la porte, mais dans ce taxi jaune devant lequel ils attendaient comme des mendiants, avec pour tout bagage quelques pauvres chiffons qu'ils appelaient « affaires personnelles », quitter la vie où tout était à nous, les mains vides, le visage couvert de la couleur la plus laide de la défaite, m'a permis de voir aussi le regard de haine que Sophie a lancé vers ma fenêtre se briser net contre la paroi de mon calme glacé. Quand ce taxi a tourné au coin de la rue, emportant avec lui jusqu'à la dernière ombre sale de leur ingratitude hors de ma vie et de ma maison, un silence d'une telle épaisseur, un vide d'une telle profondeur est tombé sur les pièces que j'ai compris alors que le fracas, le chaos, n'étaient pas seulement ceux des meubles modernes qu'on arrachait, mais ceux des ruines de 50 ans de rôle de mère et d'amour filial. Et ce silence était le premier souffle profond de ma nouvelle vie, seule, libre. Quand j'ai entendu la voix fatiguée mais victorieuse de maître Armand me dire « C'en est fini, Madame Hélène, votre maison est de nouveau la vôtre », j'ai marché lentement sur ce tapis qu'il voulait jeter. J'ai regardé les taches vides sur les murs, les dernières traces du mauvais goût de Sophie, et j'ai repensé au jour du testament, au visage qui se moquait de moi, à leur effondrement final chargé de honte. Ce jour-là, ceux qui riaient dans ce salon, c'étaient mes enfants ingrats, mais celle qui riait la dernière, celle dont le rire était le plus douloureux et le plus légitime, c'était la justice inébranlable de cette mère qu'ils avaient traitée de folle. Quand j'ai entendu les derniers mots de maître Armand, « Bon courage, Madame Hélène, désormais tout est sous votre contrôle », et que j'ai regardé le visage fatigué mais respectueux de celui que je considérais comme mon sauveur, je me suis contentée de lui dire simplement « merci ». Car je savais que celui que je raccompagnais à la porte n'était pas seulement un avocat, mais le dernier témoin de cette période sombre où je jouais le rôle de la vieille folle, et qu'une fois cette porte refermée, la dernière page officielle de cette guerre serait elle aussi tournée. Quand
quand j'ai fermé cette porte, non pas au nez de mes enfants ingrats, mais sur la paix de cette vie que je venais de reconquérir, et que j'ai regardé dans le salon le vide au milieu de mon vieux tapis qu'il voulait jeter, les traces laides laissées au sol par les meubles de mauvais goût de Sophie, j'ai senti que ce vide-là, c'était le vide glacé, impitoyable, qui restait à la place de mon amour de mère. Leur ingratitude n'avait pas seulement arraché mes meubles de cette maison, elle avait aussi arraché de mon cœur la dernière fibre de ce qu'on appelle la compassion maternelle. Alors, un silence d'une densité étrange est tombé sur la maison. Un silence débarrassé des rires stridents de Sophie, des pas arrogants de Thomas, de ces murmures méprisants « Maman ne fait pas ça, maman ne comprend pas ». Ce silence-là m'a fait l'effet d'un baume sur mon âme épuisée, car j'ai compris que ce que je prenais pour de la solitude n'était en réalité que la vraie paix, débarrassée du vacarme de leur ingratitude. Ce soir-là, après la dernière, épuisante représentation de mon rôle de vieille folle, je me suis assise dans le fauteuil de mon mari défunt, sur ce qui était en vérité le seul véritable trône de cette maison où l'on me jugeait inutile. À cet instant, je n'ai versé aucune larme pour les enfants qui venaient de partir, je n'ai pas poussé un seul cri de joie pour la fortune que je venais de sauver, j'ai seulement écouté le silence et j'ai compris pour la première fois que ce que j'appelais justice était un sentiment bien plus profond, bien plus froid et bien plus apaisant que la vengeance. Le lendemain de ce tumulte d'expulsion, lorsque les premiers rayons du soleil ont pénétré dans ma maison et que je me suis réveillée au cœur de ce silence assourdissant où ne résonnait plus ni la voix criarde de Sophie ni les pas arrogants de Thomas, j'ai compris que cette maison où l'on me traitait de folle s'était enfin purifiée du vacarme sale de l'ingratitude et qu'elle était revenue à sa véritable propriétaire, à mon âme fatiguée. Dans ce salon vide, en regardant les marques profondes, laides, que les meubles de Sophie avaient laissées sur le parquet, les taches nues sur les murs où pendaient leurs tableaux, j'ai vu que cette maison, tout comme mon cœur usé, portait encore les traces les plus laides, les plus profondes de la trahison. Mais je savais aussi que ces traces n'étaient plus que les derniers souvenirs de leur ingratitude et qu'elles finiraient, elles aussi, par pâlir et disparaître avec la paix que je venais de retrouver. Ce jour-là, quand je suis entrée dans la cuisine, ce n'est plus avec les mains tremblantes de la vieille femme bonne à rien qu'il méprisait depuis des mois, mais avec le calme inébranlable de l'unique maîtresse de la maison que j'ai allumé le feu sous la bouilloire. Et j'ai compris à cet instant qu'un simple verre de thé préparé par mes propres soins valait infiniment plus, était infiniment plus apaisant que toutes ces tasses empoisonnées de fausse tendresse que mes enfants ingrats me tendaient autrefois. Assise près de la fenêtre, dans ce fauteuil où j'attendais jadis qu'on m'envoie en maison de retraite, j'ai bu mon thé et je n'ai ressenti pour mes enfants que j'avais chassé la veille de cette maison comme des mendiants, ni la moindre pitié, ni le plus petit regret, pas même un si seulement. Car j'avais compris que la justice, la vraie, n'est pas celle qu'on tempère avec la pitié, mais celle qui se paie au prix le plus froid, le plus dur que mérite une ingratitude, et que c'est seulement alors qu'elle apporte la paix.